Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Bon, ça va. Moi, je m'appelle Laurine Balou, je travaille ici au Mémorial de la Shoah. On est ravis de vous accueillir pour cette journée, pour cette rencontre organisée autour du génocide des Arméniens dans le cadre du 110e anniversaire et des commémorations organisées autour de ce fameux génocide. Aujourd'hui, au Mémorial de la Shoah, pour organiser cette rencontre que vous allez écouter, on s'est associé à l'ONAC-VG, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, mais également à des associations de mémoire arméniennes, notamment France Moussadag et la Fédération des combattants et résistants France-Arméniens. Moi, j'ai bien dit. Je peux m'arrêter? Ok, parfait. Donc aujourd'hui, vous allez évidemment parler du génocide des Arméniens et notamment d'un épisode de sauvetage de 4092 Arméniens, de combattants, de résistants, organisé avec la marine française. Pour parler de ça, aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter 3 intervenants que je vais vous présenter successivement et vous me corrigez si là encore je fais des fautes. Vous avez Claire Mouradian, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, CERCEC et associée au Centre de recherche historique. Plutôt bon, super. C'est gentil pour ce temps. On a ensuite le plaisir d'accueillir Monsieur Jean Cordel, qui est l'auteur d'un livre appelé « L'épopée des Arméniens et des marins ». Et enfin, Monsieur Raphaël Vartagnan, qui est doctorant en histoire et enseignant, qui nous fait également le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour mener cette rencontre, je vous le disais, le Mémorial de la Shoah n'a évidemment pas œuvré seul, puisque nous avons le plaisir d'avoir l'ONAC-VG avec nous, et notamment Monsieur Jean-Luc Gély, qui est directeur du service départemental de l'ONAC-VG en Seine-Saint-Denis. Et enfin, Madame Emma Coutin, qui est référente régionale mémoire pour l'ONAC, et qui va donc, non pas animer, mais modérer le débat pour s'assurer que tout se passe bien. Encore une fois, bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci Lauriane. Bien, donc merci Lauriane. Nous reconnons cet événement grâce aux intervenants éminents et l'idée d'un partenariat avec le Mémorial. Donc au nom de l'Office des combattants et victimes de guerre, au passage aussi victimes du terrorisme. Les victimes du terrorisme en France sont accompagnées par l'ONAC. Donc j'accompagne aussi typiquement 190 victimes du terrorisme dans notre département. Et chaque ONAC accompagne aussi les victimes du terrorisme. Je fais cette parenthèse parce qu'on l'oublie souvent. Mais on accompagne aussi les victimes du terrorisme. Donc merci encore au Mémorial de la Shoah, merci Lauriane, merci Madame Fouloulou, Madame Martin, pour avoir répondu favorablement à cette idée en partenariat avec les personnes que je viens de citer. Je remercie aussi le président de l'association Musadag, Monsieur Soro Mardirian, qui n'est pas présent mais qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Et également la Fédération des combattants résistants franco-arméniens, en la personne de Philippe Deroux, ici présent. Je vous remercie. Je passe ainsi la parole à ma référente mémoire, c'est ma mémoire. On a beaucoup d'événements en Île-de-France autour de la mémoire d'une part, mais aussi la transmission à la jeunesse. Donc je vous remercie toutes et tous d'être présentes et présents aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est à moi qu'incombe la tâche de modérer, animer de manière très modeste cette table ronde aujourd'hui. Le son est bon? J'ai l'impression d'avoir un énorme écho. Okay. Alors, peut-être juste en guise de quelques mots d'introduction, au cours de cette table ronde, pendant l'heure et demie qui va suivre, nous allons croiser différents objets d'études historiques, scientifiques, que sont la Première Guerre mondiale en Orient, le génocide des Arméniens, la chute de l'Empire ottoman. Tous ces objets d'études
évidemment, ils sont étroitement entremêlés et ils vont nous permettre aujourd'hui d'explorer un événement qui est peu connu du grand public en France, en tout cas, à mon sens, qui est l'opération d'évacuation de plus de 4000 Arméniens qui a été menée par la marine française en septembre 1915. Ces Arméniens, ils étaient menacés par le génocide, ils y ont résisté du mieux qu'ils pouvaient, et ils se sont retranchés sur les côtes du Moussadar, et finalement, la marine française qui passait, on va dire, au bon moment, a réussi à les évacuer de manière conjointe avec les chefs de ce groupe d'Arméniens. Ce sujet, il est d'autant plus significatif qu'il se situe à la croisée de différents temps forts, différents temps mémoriels aujourd'hui en 2025, puisque il y a plusieurs événements qui se sont déroulés il y a 110 ans. J'en citerai 3. Le premier, c'est en mars 1915, l'offensive navale des Dardanelles, qui va ouvrir un second front de la Première Guerre mondiale en Orient, justement. Et ce second front, il a pu être considéré comme secondaire. Et on verra notamment, alors, avec vos interventions, qu'il est loin d'être secondaire et qu'il a été justement déterminant. Deuxième élément, c'est le 24 avril 1915. C'est la date qu'on retient aujourd'hui, qui est une date de haute importance mémorielle pour parler du lancement du génocide, en tout cas de la politique génocidaire de l'Empire ottoman contre les Arméniens. Ce n'est pas on verra aussi que ce n'est pas le début. Il y a bien sûr eu d'autres événements avant, mais c'est une date extrêmement importante. Et puis, dernier élément que je voulais évoquer, c'est septembre 1915, cette opération d'évacuation dont on va parler aussi. Cette opération d'évacuation, elle représente aussi le début de l'engagement combattant des Arméniens au sein de l'armée française, aux côtés de l'armée française, dans ce qu'on va appeler la Légion d'Orient, qui sera constituée officiellement en novembre 1916. Évoquer cette histoire, enfin, c'est aussi intéressant, à mon sens, de placer au centre de la réflexion l'enjeu maritime. L'enjeu maritime, en fait, la mer, elle n'est jamais neutre. Elle peut être un lieu, un objet de convoitise, elle peut être un lieu d'affrontement. La mer, elle permet de se sauver. Elle symbolise aussi l'exil pour ceux qui ont dû fuir la violence, la guerre. Et enfin, parler de la mer, c'est parler des marins, dont l'engagement combattant est peut-être moins connu, moins compris par le grand public. Et c'est important aussi parce qu'en 2026, nous célébrerons les 400 ans d'existence de la Marine nationale française. Pour évoquer ces événements et leur mémoire, on a vraiment la chance, et je les remercie, d'avoir 3 intervenants de très grande qualité qui vous ont été présentés par Laurine Baloul. Donc, chaque intervenant va avoir une vingtaine de minutes pour exposer son propos. Et puis, à l'issue de cette première heure, on essaiera d'avoir un temps d'une vingtaine de minutes aussi, j'espère, pour échanger. Donc, si vous avez des questions, des remarques qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter, à les garder de côté pour les poser aux intervenants dans ce dernier temps d'échange. Madame Mouradian, alors, on ne vous présente plus puisque vous êtes une grande spécialiste de l'Arménie, du Caucase. Laurine Baloul l'a dit, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, au sein du Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, le CERSEC, le fameux. Et vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Et si je ne me trompe pas, votre dernier ouvrage paru est un de ceux qui est en bas en librairie, qui s'intitule « Le Front caucasien, enjeux d'empire et de nation » au pluriel. 1914-1922, qui est paru en avril 2024, que vous avez dirigé avec Alexandre Toumarkine et Chloé Drieux. Madame Mouradian, je vous laisse le micro. Le but de cette première intervention, ça va être, mais vous le direz mieux que moi, c'est
en fait expliquer le génocide des Arméniens dans l'Empire ottoman en le replaçant dans le contexte de la Première Guerre mondiale en Orient. Tout à fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci aussi à tous ceux qui ont fait l'honneur de venir nous écouter. C'est pas évident, un dimanche après-midi, un jour il faisait beau en plus, mais bon, merci donc, et j'espère que votre propos est effectivement en hommage à ces épisodes à la fois tragiques, mais aussi parfois porteurs d'espoir, mais les sauvetages vous intéresseront. Alors je voudrais rappeler que cette année, le Mémorial de la Shoah a aussi repris l'exposition qui avait été faite en 2015, mais cette fois-ci hors les murs, dans l'allée des Justes à Paris, donc, et qui reprend aussi les éléments de cette petite brochure publiée par le Mémorial avec à la fois des photographies, une chronologie, etc. Il y a aussi sur le site du Mémorial une exposition online. Et puis, donc il y a cet événement et puis d'autres conférences. Et donc, je voudrais effectivement introduire un peu le reste du propos en replaçant l'histoire du génocide dans l'historiographie de la Grande Guerre. Alors maintenant, il faut le dire, c'est effectivement enfin enseigné dans les manuels scolaires, en classe de 3e et de terminale, ou de première, ça dépend des sections. Alors malheureusement, je trouve qu'avec une réduction d'une certaine façon, parce qu'autrefois, quand on étudiait la Grande Guerre, on ne parlait pas du tout du génocide des Arméniens. J'en ai fait l'expérience dans ma jeunesse. J'ai imposé des exposés à mes camarades en classe préparatoire. Mais maintenant, c'est un peu réduit entre les tranchées et le génocide, et il n'y a pas tout le reste du contexte, c'est-à-dire l'histoire internationale, la géopolitique, les causes et conséquences, comme on faisait autrefois, et ça finit par aussi être un événement important, mais réduit parce qu'on ne le replace pas dans un contexte aussi plus global. Alors c'est effectivement un épisode de la Grande Guerre sur un front, on a évoqué, un peu oublié. Alors, quand on a fait cet ouvrage sur le front caucasien de la Grande Guerre, il est encore beaucoup plus oublié, parce que quand on parle de la guerre en Orient, on parle de la guerre au Proche-Orient et surtout des Dardanelles et de Salonique. Donc le front de Salonique, c'est-à-dire c'est plutôt les Balkans, enfin à l'approche des Balkans. Un peu le Proche-Orient, mais pas tant que ça. Et le front du Caucase, où il s'est passé aussi beaucoup d'événements, est encore plus ignoré et secondaire. Alors quand je posais la question à quelques généraux que je connaissais, comment ils évaluaient front principal, front secondaire dans les perspectives, alors que dans les documents diplomatiques, on voit qu'il y a une vision quand même plus globale. C'est les fronts principaux et les protagonistes à l'époque, c'est-à-dire les chefs de guerre, les chefs d'état-major, que ce soit les Français, les Britanniques, les Russes, les Ottomans, ont chacun leur vision. C'est celui qui est le front principal, c'est celui qui est près de la capitale à protéger. Enfin, d'après ce qu'il me disait, peut-être que les militaires qui sont ici auront un autre discours, et ceux qui sont un peu loin du centre des capitales sont ignorés. Avant cela, je voudrais dire que, pour introduire aussi, alors j'espère que je vais réussir à manier la souris comme il faut. Voilà. Alors. C'est une image, donc du coup, vous voyez. La première. Vous voulez revenir en arrière? Ouais. Bon, Non, je vais en avant alors. Je vais vous donner le clavier, ce sera plus simple. Ouais. Parce que là, je n'y arrive pas. Ah ouais, excusez-moi. En plus, je le fais avec mon ordinateur. D'accord. D'accord, donc là, pour votre en arrière. Donc, dans l'exposition du Mémorial et dans d'autres, j'ai tout souvent utilisé cette série de cartes qui est aussi dans Que sais-je que j'ai écrit, c'est-à-dire l'évolution du territoire de l'Arménie, puis cette petite phrase qui est en fait une anecdote, une petite phrase polonaise, échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. Et effectivement, l'Arménie a toujours été sur un front, et sur des fronts d'Orient de façon très ancienne. Parce que les fronts d'Orient, et même on parle maintenant des guerres froides dans l'Antiquité, ça ne date pas de l'époque contemporaine, et l'évolution du territoire symbolise un petit peu cela. Au carrefour d'empires rivaux,
alors même depuis pratiquement Noé, mais bon, depuis la haute antiquité, entre les empires d'Est, d'Ouest successifs, les Grecs, la Perse, enfin les Roms, la Perse, les Byzantins, la Perse, plutôt les Arabes, l'Empire ottoman et la Russie, enfin bref, au carrefour d'empires rivaux, et vous voyez que, en conséquence de cela, l'Arménie a toujours été un champ de bataille. Cette région, d'une façon générale, a été un champ de bataille. Et là, c'est une petite chronologie depuis simplement le XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque moderne, où nous avons la carte actuelle, la carte géopolitique actuelle, et les États héritiers des empires de l'époque, c'est-à-dire Empire ottoman, Empire persan et Empire russe. Et donc, il y a une succession, il y a à peu près une douzaine de guerres turco-russes, 9 guerres ottomano-persanes, 4 guerres russo-persanes, ça fait beaucoup parfois en même temps, plus les guerres éventuellement européennes, la guerre de Crimée, la première guerre, etc., qui arrivent. Donc, ça vous donne un peu une idée des bouleversements que la région connaît à chaque fois. Et elle est résultat à l'époque, à la veille du génocide des Arméniens, l'Arménie est partagée entre 3 empires et avec une démographie changeante en permanence du fait des bouleversements de la guerre, de la fuite, des massacres, des déplacements aussi forcés de population par les empires successifs. Alors les déplacements, c'est aussi très ancien, et ça ne touche pas que les Arméniens. Dans périodes anciennes, l'homme est une denrée rare. Et on pratique dans les cas de guerre à la fois la politique de terre brûlée, c'est-à-dire qu'on dépeuple, on déracine, et on récupère du butin, qui peut être du butin humain, des esclaves ou des hommes pas forcément esclaves, qui servent à enrichir, à faire travailler l'économie. Et on voit dès le XVIe siècle, dans des guerres turco-persanes, ottomano-persanes, les Ottomans vont déplacer tous les Arméniens du nord de la Perse. On appelle d'ailleurs la Perse-Arménie, la région de Tabriz, Urmia, etc., vers Constantinople, vers l'ouest. Les Iraniens, eux, les Séfévides vont déplacer les Arméniens du Nakhitchevan, de Yerevan, du Karabakh vers leur capitale Isfahan. Plus tard, les Russes, quand ils vont arriver, par exemple en Crimée, vont déplacer les Grecs et les Arméniens et les Juifs de Crimée vers Mariupol. On entend parler beaucoup en ce moment. Rostov, etc., ils vont installer à la place des Cosaques. Et puis quand les armées des uns et des autres avancent, les populations vaincues cherchent un refuge dans l'empire ennemi, les ennemis de mon ennemi. Donc la conquête russe du Caucase, des Balkans, va entraîner des arrivées de réfugiés. Donc la situation à la veille de la guerre, c'est un pays, on partage, par monter à toute l'histoire que vous retrouvez dans les ouvrages généraux. Donc à la veille de la guerre, l'Arménie est partagée entre ces 3 empires, avec une partie essentielle de la population arménienne dans son territoire dit historique, principalement dans la partie orientale de l'Empire ottoman, mais aussi dans la capitale Constantinople. En Russie, vous avez aussi le découpage des différentes provinces. Et en Iran, l'Iran ayant été longtemps la puissance hégémonique de la région. Jusqu'au quasiment XVIIIe siècle, c'est l'Iran qui domine le Caucase actuel, enfin le Caucase où existe maintenant la République d'Arménie. Donc ça, c'était un rapide balayage de l'histoire. Et là, c'est la situation démographique de l'Arménie en 14, avec les zones de densité principales suivant les régions. Alors, on retrouve, disons, à travers ces zones, les anciens territoires historiques. C'est vrai que la notion est une notion parfois controversée, parce qu'il n'y a jamais eu sauf pendant quelques années, à l'époque de l'Empire romain, un empire arménien très large, mais les territoires n'ont jamais été vraiment unifiés. Il y a eu plusieurs principautés, plusieurs royaumes, c'est très fragmenté. Ça correspond aussi à un relief lui-même très compartimenté. Mais néanmoins, ça correspond à la zone d'occupation ancienne de l'Arménie et des Arméniens qui portent encore les vestiges monumentaux de leur présence, même si ces vestiges sont plus ou moins systématiquement érasés et détruits. Et dans ces 3 empires dans lesquels les Arméniens, bien sûr, ce sont des empires multiconfessionnels, multiethniques, avec différentes formes d'empires autoritaires, évidemment,
mais qui, comment dire, au gré des victoires ou des avancées ou des reculs, connaissent des transformations, connaissent des périodes de modernisation, connaissent des modernisations de l'État, de l'éducation, surtout de l'armée. Mais dans l'Empire ottoman où ils vivent principalement, les défaites successives de l'Empire ottoman, leur recul territorial, leur mode de gouvernance aussi, l'extrême étendue, hein, ça va du Maghreb à la Caspienne, des Balkans au Yémen, enfin donc avec beaucoup de forces centrifuges et pas seulement de la part des chrétiens. Donc c'est aussi un empire musulman avec où les chrétiens ou les non-musulmans sont des citoyens de seconde zone. Mais l'Empire ottoman, comme les autres empires aussi, peu à peu, quand ils s'affaiblissent, ont tendance à se radicaliser et à tendance à devenir non pas des États-nations, mais des empires-nations, où l'une des nations dites dominantes essaie de prendre de stopper le déclin avec une politique plus radicale. Ça va toucher ceux qui, à peu près toutes les populations d'ailleurs, mais celles qui à un moment donné paraissent les plus menaçantes, mais en même temps peut-être les plus vulnérables. Là, c'est une image qui donne aussi la situation quelques années avant la guerre, en 1908, et 10 ans après les premiers grands massacres arméniens qui sont un peu le prélude du génocide sous le sultan Abdülhamid, qui est justement un de ceux qui essaie de cimenter l'empire, non pas en créant une citoyenneté ottomane, mais en tablant sur l'islamisme, le pan-islamisme contre les autres communautés. Et ça n'empêche pas les défaites, notamment dans les Balkans, la perte de différents territoires, et une révolution, plus exactement un putsch militaire, ce qu'on appelle la révolution jeune turque, va tenter de mettre un terme au règne du sultan Abdülhamid, ou en tous les cas de tenter une autre forme de gouvernance plus citoyenne, avec le rassemblement des nations. Mais on voit à travers cette image, la révolution elle-même, c'est l'armée ottomane des Balkans qui marche sur Istanbul et qui essaie de prendre, de mettre le sultan, d'amener le sultan à adopter une politique plus libérale, entraîne aussi montre un certain décalage des aspirations, malgré l'ivresse de cette révolution et des idées qu'elle propage. Sur le modèle de la Révolution française, hein, c'est le grand modèle. C'est liberté, égalité, justice. Ils essaient de faire la révolution le 11 juillet, autour du 14 juillet, c'est en hommage à. Le parti jeune turc qui mène ce mouvement, et qui est justement un parti qui essaye un peu de rassembler les communautés dans une vision quand même unificatrice, a été créé le 14 juillet 1889. Donc, c'est aussi assez. Mais il y a un décalage des aspirations qui explique après les événements du génocide. Enfin, je vais un petit peu loin, mais c'est aussi pour vous redonner un contexte un petit peu de cette période plus globale, et montrer que l'histoire aussi des Arméniens et du génocide, déjà dans la Grande Guerre mondiale, s'inscrit aussi dans des mouvements plus généraux, à la fois politiques, démographiques ou autres. Et dans ce décalage, c'est une caricature, un journal arménien du Caucase, où on voit donc sur l'arc-en-ciel marqué Samanatoution, c'est-à-dire constitution, et autour, vous voyez, donc l'Anatolie, la Turquie, dans tous les peuples des différentes, les Balkaniques, les Grecs, les Macédoniens, les Bulgares, en bas les peuples, les Arabes, les Bédouins, les Kurdes, les Arméniens, les Juifs, etc. Tous ont une banderole marquée autonomie, donc une aspiration à un empire plus décentralisé, rénové de façon plus fédéraliste d'une certaine façon, et au centre le Turc qui porte une bannière marquée unité. Et donc ce décalage des aspirations amène peu à peu à la situation qui va être celle parce que disons, cette révolution n'empêche pas les défaites balkaniques, l'Empire ottoman perd les Balkans, et du coup là aussi le mouvement se radicalise, la gouvernance se radicalise, elle est divisée entre des décentralisateurs et des centralisateurs, on pourrait dire des Jacobins et des Girondins, par la montagne.
Et on cherche petit à petit à comprendre les origines de la défaite, pas seulement dans sa propre gouvernance, mais dans les minorités, et notamment les non-musulmans. Et après avoir tenté, comment dire, à un moment donné, une citoyenneté ottomane, puis une gouvernance basée sur plutôt les musulmans contre les autres, donc rassembler tous les peuples musulmans, compris dans l'Empire ottoman, voire au-delà. On va tenter plutôt une vision nationale, exclusive, et non pas inclusive. C'est-à-dire que les promesses de la Révolution, inspirées de la Révolution française, et la Révolution française a créé une citoyenneté sur base des principes, une nation, pas basée sur l'ethnicité, mais sur la citoyenneté. Là, l'option va être de choisir une citoyenneté basée sur l'ethnie, et en fait une ethnie qui est à construire, parce que il n'y a pas de vrais Turcs, hein, il y a des musulmans de différentes qui peuvent être avoir la langue arabe, parler le bulgare, ou parler l'albanais, ou parler etc., qui d'ailleurs eux-mêmes aussi des tentations centrifuges. Donc les Arméniens vont faire partie de ceux qui sont particulièrement discriminés, parce qu'ils ont aussi le malheur d'être partagés, comme je le disais, entre trois empires, et notamment avec l'un des empires traditionnellement ennemis. Si on pourrait revenir sur cette, c'est-à-dire la Russie. Et donc les Arméniens vont être souvent vus comme des agents de la Russie. Nous, au moment de la Première Guerre, lorsque les deux camps vont s'opposer, le danger mortel que courent les Arméniens divisés entre deux camps. Alors, ce n'est pas le seul peuple, la seule nation à être partagée entre deux camps. Hein. On sait aux Français, les Alsaciens-Lorrains, mais aussi la Pologne et d'autres pays sont partagés entre des camps ennemis. Mais là, disons, le contexte initial, le mode de gouvernance, les discriminations entrées dans des stéréotypes anciens. Les Arméniens sont les héritiers de la situation de dhimmi, c'est-à-dire le sujet de seconde zone, comme tous les non-musulmans, et le bref intermède de la révolution jeune turque qui les incluait dans la citoyenneté plus globale, qui enlevait la différence liée à la nation, eh bien, ne va pas avoir beaucoup d'importance. Donc là, l'une des idées, après être passé l'idée de pan-islamisme, on va passer non seulement au turquisme, donc un État basé sur une citoyenneté ou une ethnie turque, mais voire au pan-turquisme. Là, je vous montre une carte du capitaine Poidbar, qui a été l'un des missionnaires, c'est un jésuite, longtemps missionnaire dans les régions arméniennes de l'Empire ottoman, qui est aussi rappelé pendant la guerre. Il est sur le front d'abord français, et en fin 17, il va être envoyé au Caucase. On mettra beaucoup de temps à rejoindre pour faire partie de la mission militaire française au Caucase, et notamment en Arménie. Ce sera le premier représentant, entre guillemets, diplomatique. Je suis en train de préparer avec un ami la publication de ses rapports pendant toute la guerre. Et lui qui connaît bien la région, a dressé notamment cette carte du pan-touranisme. Vous voyez notamment le corridor convoité entre guillemets, du Zangezur, dont on parle beaucoup aujourd'hui au sud de l'Arménie actuelle, et qui est un vieux projet, comme vous le voyez, c'est une carte très vite, pour relier tout le monde turquiste, ou touranien ou pan-turc. Alors, la guerre. Donc, l'historiographie, là, je vais passer assez rapidement. Sur le génocide des Arméniens, je ne vais pas vous raconter en détail le génocide des Arméniens, je voudrais juste vous évoquer le contexte dans lequel il se déroule. L'historiographie de la Grande Guerre, je vous prends là l'article publié dans les Chemins de la mémoire, que vous pouvez retrouver, comme Emma l'a dit, a été longtemps consacrée au front occidental franco-allemand, et dans une moindre mesure et de façon assez récente à celle de l'Est européen, notamment les empires, Allemagne, Autriche, Hongrie contre la Russie. Les puissances centrales affrontent donc l'Empire russe, et les batailles sont souvent terrestres et statiques bientôt, donc au fond des tranchées qui, d'une certaine façon, les tranchées incarnent emblématiquement la Première Guerre. Quand on pense Première Guerre, on pense tranchées. Et comme Emma disait, la guerre maritime
dans la guerre européenne, joue un rôle relativement mineur. C'est plus en Orient qu'elle joue un rôle davantage, visant pour l'entente à organiser le blocus de leurs adversaires, effectivement de l'Allemagne en mer du Nord, et pour les puissances centrales, à tenter de briser l'encerclement en ripostant par le torpillage, les bateaux corsaires et la guerre sous-marine avec les fameux U-boats fatals aux navires de commerce, y compris neutres. Et c'est là d'ailleurs ce qui va entraîner l'entrée des États-Unis en guerre en avril 17. C'est le torpillage des navires de commerce américains. En novembre 1912, les Anglais et les Français s'étaient répartis les zones de sécurité et, disons, excusez-moi, on retrouve mes papiers. Et donc, la mer du Nord et l'Atlantique étaient dévolues à la Royal Navy, la Manche aux deux marines conjointement. Et après la course à la mer pour le contrôle des ports de Calais, Boulogne et de Dunkerque, et à la suite de l'échec allemand, je reprends le papier là parce que ça n'a plus à changer mon machin, de l'échec allemand en mer du Nord, donc contre la flotte russe dans le golfe de Riga, il y a eu peu de batailles navales notoires, hormis en juin 16, pendant la bataille de Verdun, celle de Jutland en mer du Nord, où les flottes anglaises et allemandes s'affrontent. En Méditerranée occidentale, c'est la France qui en assure la défense. La marine se concentre sur l'Atlantique et le canal de Trente face à l'Empire austro-hongrois, qui lui reste sur la défensive, tandis que l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de l'Entente en mai 15 diminue la menace. Et de fait, c'est en Méditerranée orientale et en mer Noire que la guerre maritime prend tout son sens. Et donc, on a évoqué tout à l'heure, je vais essayer de faire passer, ça c'était Je pense qu'il faut toucher la souris d'abord. La souris d'abord. Voilà. Donc ça, ce sont les fronts de 14-17, vous voyez représentés globalement. Et le front d'Orient, alors j'ai repris là aussi la carte publiée par la revue Les Chemins de l'air et moi. Vous voyez donc bien imagé là où se situent les batailles, notamment autour bien sûr des détroits, et puis la bataille des Dardanelles, la fameuse bataille des Dardanelles, qui se déroule à la veille, là encore, cette fois-ci, du génocide, du temps court du génocide. Il y a un temps long du génocide qui commence sans doute d'une certaine façon dès le début du XIXe siècle, quand les trois empires, notamment Russie et Turquie, vont s'affronter. Il y a la période des massacres amédiens, il y a la période des massacres d'Adana aussi à l'aube de la révolution jeune turque, où là encore la marine française va encore sauver les Arméniens, les emmener de la même façon à Port Saïd. Et c'est donc là, ici, donc, un front un peu oublié, et notamment, alors les Dardanelles, pas tant que ça, mais les autres un peu plus, où vont se dérouler les principaux événements. Alors d'abord, à l'été 14, il faut le rappeler, lorsque la guerre éclate, l'Empire ottoman, qui vient de perdre ses provinces de Tripolitaine et des Balkans, affiche une neutralité que les alliés de l'entente, craignant un deuxième front, cherchent à maintenir à tout prix. Alors là, ils ignorent que l'Empire ottoman a signé un accord avec l'Allemagne le 2 août 14, un accord secret avec l'Autriche-Hongrie le 5 août, qui commence à mobiliser le 8 août, qu'il néglige les preuves un petit peu données de non-neutralité en laissant passer les vaisseaux allemands dans les eaux par les détroits, alors qu'on est en guerre. On cherche même à tout prix, à tel prix, à conserver la neutralité ottomane, que dans des échanges diplomatiques que j'ai, qui sont publiés d'ailleurs dans les documents diplomatiques français, par exemple les Anglais, c'est l'entente, donc Russie, France, Angleterre, les Anglais, Lord Grey propose, on pourrait proposer une garantie d'intégrité territoriale à l'Empire ottoman et de non-intervention, même en cas de massacre en Arménie. Donc ça, c'est en août 14, mi-août 14. Et on veut on ne s'occupe pas on ne réagit pas à l'abolition des capitulations, à la fin des privilèges français sur les lieux saints, on essaie d'éviter toute provocation. Bon, mais finalement, lorsque l'Empire ottoman va entrer en guerre, c'est l'Empire ottoman qui attaque
on a tendance à oublier, parce qu'après on va déplorer le dépaissement de l'Empire ottoman, mais c'est l'Empire ottoman qui attaque alors qu'on voulait à tout prix conserver sa neutralité de l'autre côté, en attaquant les ports russes de Novorossiysk, d'Odessa et autres en mer Noire, avec justement ces fameux navires allemands qui qu'ils avaient laissé passer sous pavillon ottoman. Alors la marine russe va jusqu'à me demander est-ce que c'est un malentendu, est-ce que c'est une erreur, jusqu'au bout. Et c'est comme ça que la France va rentrer en guerre aussi avec l'Angleterre contre l'Empire ottoman. Et même la déclaration d'entrée en guerre de la France est très intéressante parce que ils disent on ne sommes pas en guerre contre l'Empire ottoman, encore moins contre les Ottomans, mais contre le gouvernement actuel allié des pangermanistes. Et je vais bientôt. Et donc c'est dans ce contexte-là, lorsque la fameuse bataille des Dardanelles va se produire et que donc justement on essaie d'un côté de dégager les Russes du blocus, puisque le contrôle de la mer Noire est compliqué, ça empêche éventuellement la marine russe de passer les détroits et de rejoindre ses alliés ou d'être ravitaillée. Donc dans la bataille des Dardanelles qui commence en mars 15, qui va se prolonger, et à la veille de la bataille de Gallipoli, que l'ordre va être donné. Mais ça suit l'ordre de déportation et de la première grande rafle des notables de Constantinople, donc du 24 avril, qui est la date de commémoration. Mais ça vient aussi après, là encore, deux autres défaites, l'une sur le front caucasien. Je vais montrer. Je vais faire. Je vais monter. Oui. Voilà. Donc là, c'est ce théâtre d'opération qui touche aussi en partie la mer Noire. Et de l'autre côté, la Caspienne. Donc on voit encore là l'Iran est neutre, mais bon, la Turquie va essayer aussi d'attaquer les troupes russes en essayant de rejoindre la Caspienne et là aussi de bloquer le ravitaillement et les ressources. Et l'autre, donc c'est sur ce front du Caucase, je reviens un peu en arrière, qu'a lieu une des premières grandes défaites ottomanes dans son attaque de la Russie, donc qui a commencé par l'attaque des ports de la mer Noire, à Sarikamish, où ils engagent une grande bataille sous le commandement d'Enver Pacha, le ministre de la guerre, l'un des hommes forts du gouvernement, l'un des trois hommes forts du gouvernement, à l'encontre de l'avis de son état-major. Je pense qu'une bataille engagée en plein hiver à 1800 ou 2000 mètres d'altitude n'est pas forcément une bonne idée, que cette défaite cuisante va devoir lui trouver des boucs émissaires et l'expliquer. L'autre bataille perdue au même moment, c'est par l'autre homme fort militaire, le Jamal Pacha, face au canal de Suez, lorsqu'ils essaient de reprendre le contrôle du canal de Suez que les Anglais avaient placé complètement sous leur contrôle. Donc ces deux défaites doivent être expliquées, et comment mieux l'expliquer que par trouver des boucs émissaires et une trahison qui serait celle des Arméniens. Les Arméniens, depuis la révolution de 1908, sont maintenant peuvent participer à l'armée, ils peuvent être conscrits, ils ont d'ailleurs été conscrits en masse, les désertions, mais comme dans tous les autres cas. Mais après ces défaites, on va les désarmer, les affecter à des bataillons de travail. Enfin, c'est aussi la première phase avant la rafle des notables de se débarrasser des hommes en état de porter des armes, et ils vont être peu à peu exécutés. Et après, ça sera le tour des fonctionnaires, des notables, de la population civile, enfin toutes les horreurs que vous pouvez imaginer, mais donc dans ce contexte de grande guerre, avec aussi je ne veux pas du tout vous parler des horreurs. Donc là, les grandes phases du génocide, dans cette carte que vous pouvez retrouver aussi, vous pouvez retrouver les éléments dans les différents ouvrages. D'abord à l'est, près du front,
ensuite à l'ouest, où il y a le chemin de fer et autres, dans les zones aussi très éloignées des fronts, avec soit des massacres sur place, soit des déportations, etc. C'est connu en temps réel, comme on montre la déclaration des 3 puissances de l'entente, hein, qui condamne dès le 24 mai 15, mais dès les premiers jours, on sait ce qui se passe, donc c'est connu en temps réel, il n'y a pas pour autant d'intervention. La destination des convois de déportés, quand ils ne sont pas massacrés sur place, c'est soit la mer Noire pour ceux qui sont plus au nord, hein, on les noie, soit donc les déserts de Syrie et d'Irak, et notamment de Deir Zor, dont vous avez entendu parler récemment. Il en reste un monde d'orphelins, et à la sortie de guerre, on a d'autres éléments sur lesquels je ne vais pas revenir. Et là, je vais terminer juste sur cette image du génocide, pas d'image de cadavre, mais du quartier arménien de Van avant et après, hein, où on va jusqu'à effacer donc, toute trace de présence des monuments de la même façon. En 23 après, ça c'est le retour interdit, ça ce sont les présences arméniennes et les changements de mots qui vous donnent à voir aussi l'effacement aussi des toponymes, hein, qui vous donnent à voir les toponymes arméniens, grecs ou kurdes. L'hommage au vainqueur et de Deir Zor à Deir Zor jusqu'à aujourd'hui, quand l'histoire se répète avec... je terminerai là-dessus. On s'est un petit peu éloigné, mais c'était aussi pour souligner le fait que c'est à la fois une histoire totalement liée à la Première Guerre, mais aussi au sud de la Première Guerre, aux conséquences de la Première Guerre, aux conséquences de la fin de l'Empire ottoman et du traitement des États successeurs, donc de la fin non achevée l'achèvement de la question d'Orient, qui revient aujourd'hui d'une certaine façon comme un boomerang. Et donc les effets de la Première Guerre jusqu'aujourd'hui sont aussi, bien sûr, à méditer. Et j'étais un petit peu loin dans le temps, en avant et avant et après, mais on a rappelé que le génocide des Arméniens, c'est pas qu'une histoire arméno-turque, c'est pas qu'une histoire, disons, à un moment précis, il y a un temps court, 15-16, mais c'est une histoire beaucoup plus globale et une histoire à la fois évidemment arménienne, mais aussi européenne et internationale. Merci beaucoup, Madame Mouradian. Désolée d'avoir dépassé. Non, à vrai dire, c'était impossible de traiter cette partie qui est très importante, contextuelle, et vous l'avez très bien fait. Voilà. En 20 minutes, je savais que c'était très peu. Merci encore, et sans plus attendre, on va passer à l'exposé de M. Cordel. Je vais mettre votre support, M. Cordel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans une des dernières diapositives la citadelle de Vannes, la ville de Vannes qui a disparu en fait. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est aussi un des exemples de résistance des Arméniens face au génocide. Et donc là, c'est intéressant parce que M. Cordel va pouvoir évoquer cet autre exemple de résistance vraiment héroïque des Arméniens à l'été 1915. Donc, M. Cordel, vous êtes président d'honneur de l'association France Moussadar. Vous êtes petit-fils d'un officier qui était présent sur le navire de Sey, Jean Lemay. Et donc, justement, c'est grâce à cet héritage, à cette histoire familiale que vous êtes intéressé au sujet et que, avec un très beau travail d'enquête dans les archives, vous avez tout juste publié ce livre que vous nous présentez là, qui s'appelle L'épopée des Arméniens et des Marins, Jean Lemay, un parcours d'officier dans la Marine nationale française. Monsieur Cordel, je vous laisse le micro. Est-ce que vous souhaitez que votre collaboratrice, ou je peux le faire aussi Non, avec ça marche bien. Les flèches, ça marche bien. La clé USB dans le... Non, mais c'est prêt, vous inquiétez pas. Allez-y comme ça. Si Karine, si tu veux que je fasse touche, Karine, tu viens tout de suite à mon secours, d'accord? Karine Arsian était avec moi chez Dassault Systèmes pendant 5 ou 6 ans. Elle était une collègue très 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 importante pour moi, non seulement parce qu'elle est arménienne, mais également qu'elle m'a tout enseigné
pour, au bout du compte, être en mesure de publier ce que vous-même, professeur Mouradian, m'avez demandé de publier. Donc jusqu'à présent, c'était dans un grand classeur, comme un rapport de l'ingénieur GT. Alors, on appuie comment sur le bouton là? Est-ce que vous voulez le faire ou vous voulez que je le fasse? Oui, vous allez le faire. Très bien. Ok, super. J'ai cru comprendre que ça vous arrangeait. Alors, j'aimerais voir la planche en entier. C'est cette planche-là que j'attends. Alors. Voilà, c'est ça. Vous voulez le mettre en entier? Hop. Voilà, C'est bon. très bien. Bon, sur cette planche-là, vous voyez effectivement un officier, un jeune officier de marine. Il avait 22 ans à cette époque-là, on était en 1915. Il était enseigne de vaisseau, c'est-à-dire sous-lieutenant à ce moment-là, sur un grand croiseur de l'époque qui s'appelle le 2C. Quand il était en mer, il était officier de la compagnie de tir, c'est-à-dire qu'il tire au canon. Et quand ils approchaient d'une côte, il était l'officier de la compagnie de débarquement, du commando de marine, qui débarquait quelque part pour voir si on pouvait débarquer ou faire quelque chose. Je reprends le récit de Claire Mouradian, qui a indiqué à un moment donné l'incursion des troupes germano-turques sur le canal de Suez. Ça se passait en début de 1915, et là, les forces germano-turques ont réussi à traverser le canal de Suez, qui était extrêmement important, parce que c'était là se faisait l'approvisionnement en troupes et en denrées en provenance de l'Empire britannique, les Indes, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, pendant cette période-là, le canal de Suez a fait être coupé, et c'est là la marine nationale française qui, avec les canons des marins qui étaient là-bas, a remis les Turcs qui étaient déjà passés de l'autre côté du canal de Suez, les a remis de l'autre côté. À la tête de ces Turcs, il y avait effectivement Djemal Pacha. Une fois que tout ça a été fait, la première mission de la flotte française là-bas, qui était la protection du canal de Suez, ils sont passés à une autre mission, qui était le blocus des côtes de Syrie. On va passer à la planche suivante. Alors vous avez là une carte contemporaine, qui a été dressée en 1909, quelque chose comme ça, par mon arrière-grand-père, du côté de ma branche paternelle, des Cornell-Ozerman. C'était un très bon cartographe de l'époque, et il a produit cette carte-là contemporaine, sur laquelle j'ai mis les éléments principaux sur lesquels se déroulent les opérations avec la Marine nationale française. Vous avez le canal de Suez, et mon grand-père, pendant le fin 1914 et début 1915, patrouillait dans cette zone-là, jusqu'au bout du canal de la mer Rouge. Il débarquait à d'autres dromadaires pour faire des patrouilles. Et dans son album de photos de 200 photos, sur ce qu'il faisait en 1915, toutes datées et légendées, on trouve qu'effectivement, la compagnie de débarquement débarquait dans le Sinaï, par exemple, pour voir s'il y avait encore des gens hostiles qui menaçaient le canal de Suez. Ensuite, on passe à des opérations sur la côte de Syrie, Palestine-Syrie, jusqu'au sud de la Turquie actuelle, où là, la mission, c'était le blocus de ces zones-là. Au passage, la marine prend le petit îlot de Rouad pour faire une escale fortifiée à 300 mètres de la côte ottomane, en fait, à l'époque. Et là-dedans, on voit effectivement ce que faisait le cuirassé de mon grand-père, ce jeune officier. Et un jour, on voit un des croiseurs qui était là, fait une patrouille, et puis on est le 5 septembre. On va passer à la page suivante, s'il vous plaît. On est donc le 5 septembre, et on est tout à fait au nord de la côte orientale, et on tombe sur une région dans laquelle un des croiseurs, le Guichin, voit des indigènes qui font des signaux. Et puis en plus de ça, ils ont un grand pavillon blanc avec une croix rouge. Ça intrigue le commandant qui est là, et il va décider de faire une intervention. Alors sur cette carte-là, vous avez la carte de mon arrière-grand-père, et vous avez une carte, je dirais, que je trouve dans des revues arméniennes, qui montre le dispositif des villages arméniens, comme c'est marqué d'ailleurs sur la carte de mon grand-père, et c'est également le dispositif de la bataille qui va s'engager plus tard. La bataille où il occupait du Moussada Rassénina.
Pourquoi est-ce que je mets ces deux termes-là? C'est parce que pour les marins, eux, ils voyaient un Djebel Moussa sur leur carte, sans beaucoup de détails, parce que ce qui les intéresse, ce sont les sommets qui sont visibles. Il y en avait un qui était encore plus visible pour eux, c'était le mont Cassius, qui est au sud de l'Oronte. Et la première supercherie, dans les revues un petit peu marketing ou marketing que je voyais à cette époque-là, j'avais une superbe photo qualifiée de Moussa d'art, parce qu'elle avait une forme très élégante de volcan, parfaitement décrite par l'amiral Darieux quand il croisait là. Et en fait, ils ont permuté, il y a un transfert d'identité. Le Moussa d'art, c'est une montagne que je dirais banale, vue de la mer. Le mont Cassius, vu de la mer, c'est une montagne magnifique. L'un culmine à 1350 mètres, le mont Cassius. Il est même noté dans la page du Figaro, qui est paru le 29 août, comme étant le Moussa d'art. Donc la supercherie continue encore maintenant. Le Moussa d'art, il a une altitude qui est de 875 mètres, une forme tout à fait banale, mais là, il y a eu un événement extraordinaire qui a uni à jamais les Arméniens et les marins. On va passer la page. Alors, les petits points que vous avez vus en bas, c'est le positionnement des villages arméniens qui sont notés déjà en 1915. Cette carte-là date de 1915 par mon arrière-arrière-grand-père. On trouve notamment le village d'origine des gens de France Moussa d'art qui sont ici, qui lèvent les mains. Voilà, ils sont là-bas. Vous trouvez les villages de Vakef, hein, les villages de Yogono, machin. Enfin, tous ces villages ont des noms, avec des noms impossibles, d'accord? Bon. Mais ils sont là. Ils sont notés sur la carte de mon arrière-arrière-grand-père. Je les retrouve dans des documents, d'abord dans un roman, le roman de Franz Werfel, qui n'est qu'un roman philosophique et prophétique, dans lequel on trouve quelques noms de villages également. Mais ne prenons pas tout ce qui est dans le roman comme des sources vraiment historiques. C'est noté également dans ce livre-là, que j'ai récupéré à Erevan, qui est fait par une ethnographe arménienne là-bas, qui a interviewé 14 vétérans du Moussa d'art, qui étaient arrivés après l'épisode de l'épopée, après le passage par Port Saïd, après le passage par Anjar au Liban, qui était arrivé, attiré par M. Staline en 1947 à Erevan. Donc là se trouvait une jeune ethnographe qui les interviewait. Ce livre-là, écrit en arménien, traduit en mauvais anglais, je l'ai traduit pendant le Covid, et il est publié également, enfin la synthèse plutôt, est publiée dans le livre que vous avez vu là. Où en suis-je? Donc voilà, on va prendre la chose suivante. Donc on est le 5 septembre. Dans le cadre de la mission de protection de blocus des côtes de Syrie, un des croiseurs, commandé par le commandant Brisson, je le mets là, le croiseur c'est le Guichin, vous avez sa photo, et qu'est-ce qu'on trouve dans le journal de bord et de navigation de ce croiseur? On trouve tout, à la minute près. Donc je vous ai sorti là simplement, à titre d'exemple, la phase de découverte, où tout à coup, le 5 septembre, un officier de quart observe la côte à environ 1 mille et demi, c'est-à-dire 2 km, pas plus. Il voit, non pas au sommet, hein, mais sur un des contreforts du Moussa d'art, ou du Djebel Moussa pour eux, il voit des indigènes qui font des signaux. Donc, le livre de bord dit quoi? Longer la côte à une distance moyenne de 2000. 10h20, aperçu un groupe d'hommes faisant des signes, croix rouge, pavillon blanc, amené baleinière pour aller reconnaître. J'ai après ça les extraits du rapport, et ça c'est très symptomatique de la façon dont est organisée la hiérarchie dans la marine nationale française, correspondant aux valeurs de la marine nationale française, je les rappelle, honneur et patrie, valeur et discipline. Et on ne transige pas avec ça, ni avec l'honneur, ni avec la patrie, ni avec la valeur et les valeurs, ni avec la discipline. Extrait du rapport, envoyé à l'amiral Darty-Dufresnoy, qui à l'époque était le commandant de la 3e escadre de Méditerranée. J'expédie une baleinière armée à la rencontre d'un groupe d'indigènes qui, descendus sur le rivage, agitaient les bras en l'air pour manifester la pureté de leurs intentions. Vous voyez le style. Donc c'est un capitaine de corvette,
5 gallons panachés, et qui écrit à son amiral, qui est un vice-amiral, 3 étoiles. Comme j'avais manifesté le désir de voir un de leurs chefs, un de ceux-ci, un nommé Pierre d'Imlakian, prit passage dans la baleinière qui ramena à terre les premiers Arméniens venus à bord. Intelligent et très au courant de la position occupée par les soldats turcs, il me demande en grâce, de les déloger du village de Kaboussi, que nous pouvons facilement atteindre, car, disait-il, ils ont reçu des renforts et vont attaquer demain si nous ne les bombardons pas. Je pris donc position à 5800 mètres du village, etc., et ils bombardent. Vous voyez déjà la prise de décision d'un officier de marine, un officier supérieur, qui a comme mission blocus des côtes de Syrie. Et là, il a un événement qui était inattendu, il analyse, il prend une décision, et il rend compte. Et ensuite, il fait un rapport. Oui. Il fait un rapport. Et ce rapport-là, il décrit ça. Il décrit également ce qu'a fait son équipage. Il décrit également ce qu'il va faire, non pas sauf contre-ordre, mais sauf ordre contraire venant de l'amiral. Et c'est comme ça commence, et ça continue comme ça jusqu'au bout. On va passer à la page suivante. Donc cette estime réciproque entre Arméniens et marins s'est créée instantanément, de façon, je dirais, immédiate et raisonnée. Ici, un bref résumé de ce qui s'est passé entre les Arméniens et les marins. Donc, plusieurs phases. Le 5 septembre, une phase de découverte. Ensuite, une phase de décision d'organisation. Les Arméniens voulaient qu'on leur donne un peu plus de munitions, de vivres, etc. Ensuite, ils considèrent que on n'a pas le temps de faire ça. Donc, ils décident de procéder à une évacuation. L'amiral d'Artijoufouné est toujours en poste là. Il part à Chypre pour négocier avec le consul de Chypre l'accueil des Arméniens là-bas. Le consul lui dit, écoutez mon cher ami, vos pouilleux, vos gueux, on n'en veut pas. D'ailleurs, there is no accommodation for them. On n'a pas de quoi les loger. À ce moment-là, il reçoit l'ordre de quitter le commandement de la 3e escadre de Méditerranée et le transférer à l'amiral Darieux, auquel il propose tout de suite, vu la réaction négative des Anglais, de voir comment on les accueille à Port Saïd. Donc là, on assiste à un transfert de commandement entre l'amiral d'Artijoufouné et l'amiral Darieux. J'insiste bien sur ce point-là pour qu'au bout du compte, on rende des hommages qui soient correctement exprimés en fonction de qui fait qui et qui fait quoi. Alors donc, du 8, 9, 10, 11 septembre, on a une phase de préparation. Et ils décident d'avoir les Arméniens, les 650 combattants qui protègent les crêtes, et les marins qui vont organiser sur la plage du Ras El Mina l'opération d'évacuation. Une opération combinée, non pas de sauvetage, comme on le dit souvent, plutôt d'évacuation. D'évacuation faite avec des gros risques. Le 8 septembre, il y a également un croiseur auxiliaire qui s'est fait torpiller par un sous-marin du côté de Rhodes. C'est lui su qu'au bout du compte, le 11, 12, 13 septembre et 14, il y aurait 5 croiseurs au mouillage au large du Ras El Mina. Il aurait fait un carton épouvantable. Il y avait 4092 Arméniens à évacuer, dont 650 combattants et 5 chefs. Une manœuvre extrêmement audacieuse, c'est également de ramener sur zone, de nuit, tout feu éteint, avec les dangers du brouillard, des sous-marins, etc., 5 croiseurs pour être prêts à 4h30 du matin à envoyer une flottille de baleinières, de canots, de radeaux, avec des petits vapeurs. Vous voyez, ça, c'est un vapeur. De temps en temps, ça pouvait tirer une baleinière. Donc, il y avait des trains de baleinières qui étaient tirés par des vapeurs comme ça. Donc, un danger extrême qui a été pris consciemment par les amiraux qui se sont succédés, les commandants également, qui ont réussi à faire ce tour de force et qui ont fait cette préparation et cette évacuation qui s'est passée le 12 septembre et le 13 septembre, et qui s'est terminée après ça le 14 septembre. Avec un jour d'avance sur le planning prévu, à cause de la discipline des Arméniens eux-mêmes. Comme vous voyez là, on va passer à la page suivante, s'il vous plaît. On verra ça plus tard.
Donc là, ici, c'est le dispositif opérationnel des amiraux, des commandants et des équipages. Ils embarquent les Arméniens, d'abord les femmes, les enfants, d'abord, ensuite les combattants, et en dernier, les chefs. On passe à la page suivante. Voilà un exemple de journal de bord qui, par exemple, on est le 10 septembre, là, les Turcs recommencent à attaquer. Ils combattent pour leur dernière bataille sur les rives de la côte du Moussadar. Et le chef arménien, vous voyez en bas, Pierre Diblakian, photo de l'album de mon grand-père, arrive pour discuter avec le commandant Vergos, capitaine de vaisseau, 5 gallons pleins, de ce qu'il faut faire pour enrayer cette attaque, cette dernière attaque, alors que le dispositif d'évacuation n'est pas encore tout à fait réglé. Là encore, ordre de canonner ici et là. Ils ont canonné sur indication de qui? Du chef arménien Pierre Diblakian et de son homologue qui était resté à terre, qui s'appelle Yesaï Yakoubian. Il y avait donc 2 grands chefs arméniens que je retrouve dans tous les documents sérieux qui ont trait à cette histoire-là. On continue. Quelques photos de l'évacuation. Oh, ben ça, très bien. Quelques photos de l'évacuation. Ces photos-là, on les tient d'officiers de la Marine nationale qui étaient sur des bâtiments différents. Ces photos-là proviennent du croiseur Guichin. C'est le second du Guichin qui a choisi ces photos dans le carré des officiers pour dire là, je les prends celles-là parce que ma compagnie est à la manœuvre. Donc ce sont les photos du Guichin. On continue les photos. Vous voyez, on reprend celle d'avant, s'il vous plaît. On voit là les baleinières, on voit là le radeau, on voit là le vapeur qui est en tête, on voit là les croiseurs qui sont au fond, on voit là ce petit ressac là qu'il fallait passer, d'où l'importance des radeaux. On continue, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va voir quelques autres photos. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Donc là, on est le 13 septembre. 13 septembre, là, on n'embarque que les combattants. Et le croiseur de mon grand-père reste le dernier sur zone, puisque c'était celui-là qui commandait la flottille des 5 croiseurs. Donc les autres ont été remplis au fur et à mesure par des Arméniens. Il y avait jusqu'à plus de 1900 Arméniens sur des croiseurs qui avaient 450 hommes d'équipage. Bon, pour la dernière journée, là, on est le matin. Le journal de bord, il explique exactement ce qui s'est passé. Il explique aussi, en passant, le rôle de mon grand-père. Vous voyez en haut, là, monsieur Lemay, qui fait ceci, qui fait cela. Et on va trouver là 2 photos que personne n'a jamais vues, parce qu'elles n'ont jamais été publiées. L'une qui est un petit peu floue, mais que mon grand-père a choisi lui-même. Pourquoi? Parce qu'on est le 13 septembre, et on va prendre la dernière patrouille. Donc ce sont les baleinières de mon grand-père qui sont dans le journal de bord, qui vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, photo du haut, 7 individus qui les attendent. Photo suivante, c'est celle qui est en dessous. Titre, les chefs arméniens. Alors il y en a 7 qui sont en photo, les 7 chefs arméniens. J'en ai identifié 4. Si vous les connaissez, si vous connaissez les autres, vous me les donnez, ils seront identifiés à ce moment-là. Donc les voilà. Donc, et les 2 chefs principaux, j'insiste bien, vous les avez en grand là, c'est Pierre Diblakian, qui parlait un français impeccable, et qui jouissait d'une admiration et d'une confiance sans borne de la part de 2 amiraux, de 2 commandants, des autres commandants, et naturellement des jeunes officiers qui embarquaient avec leur compagnie de débarquement, ces Arméniens. Bon, on continue, donc vous avez là. Épisode sensible, au cours de l'intervention, un combattant arménien qui s'appelle Hafen Vanyan, 27 ans, a été grièvement blessé, ramené sur les baleinières, tenté d'être opéré sur le croiseur de mon grand-père où il y avait un médecin, un chirurgien. Le malheureux est mort le 14 septembre, à 4 heures du matin. Tout ça est noté dans le livre de bord de navigation. Et là, c'est la cérémonie d'immersion. Cérémonie d'immersion qui est également racontée dans les autres sources arméniennes que j'ai,
également dans le récit de Charles d'Iran Tekeyan, qui était un commissaire de la marine, donc un officier de marine chargé de l'intendance et comme traducteur, puisqu'il parlait naturellement l'arménien. Il a fait un livre que tout le monde peut connaître ici, qui s'appelle « Mes années de guerre en Orient », tout ce genre-là, qui est fort intéressant, qui est également naturellement publié dans le livre. On continue. Alors là, quand on demande de faire un discours ou de faire un hommage pour l'amiral d'Artigas-Fournet ou pour l'amiral Darieux ou quelque chose de général, j'insiste toujours sur le fait que dans cette histoire-là, il ne faut pas se concentrer sur un héros, ni du côté des Arméniens, ni du côté des marins. Quand on voit la façon dont ils se sont organisés, la solidarité qu'ils ont eue entre eux, ce serait criminel maintenant de les différencier bêtement. Quand j'étais à Saint-Chamassis avec le général William Jean qui est ici, il y avait une grande exposition de toutes les photos appartenant à ce livre et on m'avait demandé de faire un topo là-dessus. Était là Raymond Kevorkian, un excellent professeur d'histoire du lycée de Périgueux qui faisait faire à ses élèves une étude historique sur l'épopée du Moussada, et moi. Et donc j'ai raconté ça, tout ça. Il faut faire ça vis-à-vis de deux amiraux, à égalité. D'abord, ils sont succédés là-dessus, qui jouissaient enfin, même d'une amitié sans borne. Hein, bon. Donc, ils ont leurs photos. Les deux photos-là sont les deux photos des deux chefs arméniens, avec lesquels ils discutaient à égalité. J'ai fait même un petit répertoire de tous les moments où les amiraux et les commandants font un éloge du chef arménien Pierre Dimlakian. L'autre, il ne le connaissait pas, mais j'ai trouvé ses faits d'armes dans d'autres documents. Il faut le faire vis-à-vis des deux commandants principaux, le commandant Vergos pour le 2C, le commandant Brisson, qui eux-mêmes ont œuvré en très bonne harmonie. Il faut le faire vis-à-vis des jeunes officiers, comme mon grand-père, mais surtout également avec les Arméniens. Ils ont côtoyé, ils ont aimé, leurs témoignages sont émouvants. Et la dernière photo, c'est une photo qui montre les... on peut remonter, s'il vous plaît. Non, on va remonter. Il va falloir conclure, Monsieur Cordel. Oui, on va terminer là. Et maintenant, je passe la parole à Raphaël, qui lui va raconter finalement ce qui s'est passé avec eux. Ils ont été évacués vers Port Saïd. Et à Port Saïd, là encore, il y a une histoire extraordinaire. D'abord, entre l'amiral Darieux et le chef arménien Pierre Dimlakian, ensemble, ils vont jeter les prémices de la Légion d'Orient. Et là, j'ai tous les documents qu'il faut, venant de la correspondance privée des amiraux, l'un avec son épouse, l'autre avec sa femme. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Cordel. Alors, malheureusement, on court après le temps, mais Raphaël Vartanian, je vous présente succinctement aussi, et puis vous aurez 20 minutes, on n'aura peut-être pas trop de temps d'échange, j'en suis désolée, mais vous avez bien 20 minutes d'exposé. Vous êtes professeur d'histoire-géographie et vous êtes doctorant depuis l'année dernière, je crois. Vous vous êtes inscrit pour réaliser une thèse sous la direction de Dromnar Kevoian Giferagu, qui s'intitule « De la Légion d'Orient à la Légion arménienne, histoire et mémoire, 1914-1944 ». Et donc Raphaël Vartanian va justement pouvoir évoquer ce qui suit et ce que M. Cordel aussi commence à évoquer dans l'engagement de ces Arméniens vers la création d'une Légion d'Orient et les suites et les conséquences que ça aura après. Je suis là peut-être. Récupérez aussi, s'il vous plaît. J'ai quelques images d'illustrations, donc ce ne sera pas très... juste à regarder, quoi, globalement. Ça peut bien s'ouvrir, évidemment. C'est bon. Alors, je vais commencer par quelques photographies qui étaient parues dans la presse nationale, donc française, mais aussi internationale. Alors, pour le lancer... Voilà.
Donc oui, je travaille en fait sur ce sujet depuis maintenant un certain nombre d'années. J'avais consacré mon mémoire de Master 2 en 2017 à ce sauvetage, à cette Légion d'Orient jusqu'en 1918. Donc en fait, la Légion d'Orient, qui va devenir après la Légion arménienne, vit plus longtemps jusqu'en 1920. Donc évidemment, c'était un travail d'1 an, ce qui fait que j'ai dû me limiter un peu dans mon ambition. Mais voilà, je m'étais pas mal intéressé notamment au regard des archives françaises, parce que évidemment, que ce soit dans le sauvetage ou pour la Légion d'Orient, ce sont deux choses qui ont été faites par les Français, et donc on a des archives à disposition en France en certain nombre, même si, évidemment, il faudrait, et c'est en partie le travail que j'ai engagé actuellement dans mon cadre de mon doctorat, les croiser avec des archives diverses et variées, notamment arméniennes, britanniques, voilà, on peut en trouver ailleurs. Donc voilà, ici vous pouvez voir des photos qui ont été un peu largement circulées au sein de la presse. Donc là, c'est par exemple un extrait de Times History of the War qui est sorti après la guerre, enfin pendant la guerre, mais du coup après les événements. Mais ça, c'est une photo qui date des événements eux-mêmes en septembre. Une autre, celle-ci, qui est cette fois sortie dans le Miroir, donc un journal photographique français. Donc dès octobre, donc on n'est pas beaucoup de temps après les événements, on peut voir notamment les visages de certains de ces rescapés qui sont à bord de ces canots de sauvetage. Et puis je crois que j'en ai une dernière. Non, ça c'est après. Ouais. Donc pour revenir un petit peu, je vais rester sur celle-là. Donc rapidement sur les événements quand même qui, je pense qu'on pourrait un petit peu développer. Donc en fait les Arméniens du Msadak, c'est un centre de village donc près d'Alexandrette. On est à l'est, on n'est pas loin de l'île de Chypre, on est à l'est sur la côte est donc syrienne, où il y a historiquement un centre d'Arméniens qui vit là. D'ailleurs, vous avez encore aujourd'hui un dernier village arménien qui s'appelle Kessab, qui est encore dans la zone, mais bon, évidemment, la population arménienne du coin a été déportée ou a disparu dans sa grande majorité. Et donc eux, en fait, dans le processus génocidaire, ils vont être la cible de vexations dès l'été, même le printemps, en 1915, donc dans la continuité de ce que d'autres Arméniens de l'Empire ottoman vont pouvoir connaître. Donc certains vont être conscrits dans l'armée. Voilà, il va y avoir, et puis à un moment donné, évidemment, avoir l'ordre de déportation qui va être affiché voilà, à partir de l'été, je crois que c'est dans mes souvenirs entre la mi et la fin juillet. Donc on va leur dire, prenez vos affaires, il faut que vous partiez vers les déserts de Syrie. Et donc du coup à ce moment-là, évidemment, on a entendu ce qui s'est passé plus au nord, notamment dans les villages arméniens de Zeytoun par exemple, qui est un village assez, dans la mémoire arménienne assez connu, parce que c'était un village qui avait très longtemps résisté à la domination ottomane, je vais le voir. Et donc, on a entendu, en fait, il y a eu des échos, parce que ces villageois arméniens avaient déjà été déportés précédemment, et il y a notamment un pasteur protestant qui s'appelait Dikran Andreasyan, qui a réussi à s'échapper, et en fait, sa famille vient du Msadak, et donc il a rejoint sa famille, il a pu parler un peu de ce qu'il a vu, et donc ça va un petit peu, je dirais, alerter, merci, les villageois du Msadak, qui vont eux-mêmes tenir une espèce de conseil de défense en disant qu'est-ce qu'on fait. Et certains, une partie, je crois que c'est un bon tiers de tous ces villageois vont dire bah non, on va écouter parce que ce serait une folie de résister. Et les 2 tiers restants vont dire non, il faut qu'on prenne les armes, on va réunir tout ce qu'on a, nos troupeaux, et puis on va prendre le maquis et monter dans les hauteurs. Il y a un historien arménien, je crois du Liban, mais je ne suis pas sûr, qui s'appelle Varhan Shemassian, qui a consacré, je crois qu'il est lui-même de sa famille du coin du Msadak, qui a consacré 2 ouvrages à ces Arméniens-là, et qui raconte très bien toutes ces déportations. Il a fait un travail colossal d'épluchage des archives et de la presse, notamment de l'époque, des témoignages, et qui résume assez bien cette histoire-là. Donc c'est à partir, ils prennent le maquis à partir du 31 juillet, et ils vont faire l'ascension tout début août, parce qu'évidemment il y a des femmes, des enfants, des troupeaux, et ils vont réussir à tenir tête jusqu'à, du coup, entre le 5 et le 12 septembre, aux assauts de l'armée ottomane, d'irréguliers, pour résister et pas mourir, quoi. Donc voilà. Et puis, le dénouement, ça va être évidemment le sauvetage réussi par la marine française, qui va après les emmener sur les 2 ou 3 jours là, qui vont de l'évacuation de la donnée, notamment à Port Saïd,
où ils vont monter un camp. Donc vous avez ici une photographie qui est pareil, a été parue dans le The Times History of the War. Donc il y a eu un reportage photographique dans cette revue qui montre un certain nombre de protagonistes, notamment les civils. Et puis aussi on voit la photo de ces rescapés qui posent avec leur drapeau à la Croix-Rouge qui les a pu les sauver. Bon, évidemment, pour ces Arméniens de Moussadak, c'est une catastrophe absolue d'avoir dû quitter leur terre dans la précipitation, même s'ils ont réussi à survivre, ils auraient préféré ne pas partir, tout simplement. Et beaucoup, parmi notamment ces 500, 600 hommes qui ont résisté avec souvent des armements de fortune, ils aimeraient bien retourner au combat, ils aimeraient bien pouvoir libérer leur terre, et en plus là, cette fois-ci, ils sont du côté de ceux qui vont combattre les Turcs ottomans. Donc il y a potentiellement quelque chose de leur côté à négocier pour essayer de reprendre les armes et de repartir au combat. Donc on a parlé longtemps de Pierre Bedoros Dimlakian, donc vous avez ici une photographie qui est issue de l'album de Jean Lemay. Lui, il va être finalement assez tôt, donc dès la mi-septembre, approché par l'autre personnage qui est affiché ici, qui s'appelle John Maxwell, qui est donc le général commandant en chef des troupes britanniques en Égypte, pour potentiellement se dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces partisans arméniens et voir potentiellement les mettre à contribution de l'effort de guerre, même s'ils ne sont pas très nombreux. Finalement, le but ne serait pas de faire une grosse offensive, ce serait potentiellement de faire ce qu'on appellerait une guerre de partisans, une guerre de coups de main, pour aller embêter les Turcs dans les territoires qu'ils connaissent, eux, les Arméniens, comme leur poche. Et donc faire sauter potentiellement des lignes de chemin de fer, notamment on a le tracé du Bagdad-Ban, donc le métro le train qui relie l'Europe au reste de l'Orient. Il y a des tunnels stratégiques. Bref, il y a pas mal de choses potentiellement à faire dans le coin, et il se dit on pourrait potentiellement le tenter. Alors Pierre Dimlakian, il est pas contre, mais pas non plus pour, parce que globalement c'est les Français qui l'ont sauvé, et lui se dit si jamais ça dérange, c'est plutôt la France. Et donc la proposition britannique, il n'en pense pas grand chose, mais il est pas, si jamais les Français ne font pas de proposition, il va y aller avec les Anglais, quoi. Donc voilà. Et est-ce que j'ai derrière? Oui, donc c'est notamment ce que je retrouve dans les archives. Les Français, ils entendent parler de cette proposition anglaise, et notamment le ministre de la Guerre, donc Alexandre Millerand, il va être assez réticent, parce qu'on est encore au tout début, du processus génocidaire, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui est réservé aux Arméniens, et donc il se dit, si jamais on envoie des Arméniens attaquer les Turcs, ils vont prendre ça comme prétexte pour en massacrer plus. Donc ça paraît très très délicat, et puis en plus, il se dit, si jamais on les envoie et qu'on ne les soutient pas, donc on les débarque, et puis on les laisse faire leurs petites affaires, ils vont se faire massacrer, et puis ça va aboutir à rien du tout. Donc il faudrait potentiellement les soutenir avec une offensive plus importante. Le problème, c'est qu'on est depuis l'année 1915 dans les offensives des Dardanelles, et que les ressources humaines, les ressources militaires françaises, anglaises et alliées en général, elles sont toutes consacrées à cette offensive-là. Et donc il apparaît difficile d'envisager un éventuel débarquement de soldats, même si ce serait quelques milliers, ou pas beaucoup plus, dans le coin, parce que c'est pas ça la grande stratégie qui est déployée par l'entente. Donc voilà, donc il dit... notamment, j'ai le ministre des Affaires étrangères qui écrit, Théophile Delcassé, notre opinion que partage le gouvernement britannique est qu'on ne saurait encourager de rébellion en Turquie qu'à la condition d'être en mesure de soutenir efficacement les rebelles. Dans les circonstances présentes, ni l'Angleterre ni nous ne pouvons songer à rien entreprendre en dehors des théâtres actuels de la guerre. Donc, pour l'instant, ça paraît fortement compromis. Donc on réfléchit à ce qu'on va en faire de ces hommes, potentiellement les employer en tant que main-d'œuvre, pourquoi pas, mais les Arméniens, ils n'ont pas très envie, ils préféreraient combattre. Pourquoi pas les verser dans la Légion étrangère, mais il y a des règlements qui disent que globalement les pays belligérants de la guerre, notamment ennemis de la France, c'est compliqué parce que finalement les Arméniens sont considérés comme sujets ottomans, donc vu que c'est l'ennemi, tout ça c'est un peu compliqué. Donc il y a une espèce d'imbroglio, ils restent là dans leur camp à attendre, globalement pendant un certain nombre de mois. Donc il va y avoir tout un tas de négociations entre les Français d'un côté, les Anglais de l'autre, les Arméniens aussi évidemment. Vous avez des instances arméniennes, notamment la délégation nationale arménienne présidée par Boros Noubar Pacha, qui était créée en 1912 et qui essayait de défendre les intérêts arméniens en absence d'État arménien, parce qu'il n'y avait pas d'État arménien à l'époque, voir ce qu'ils pouvaient en faire, mais globalement ça patine pendant très longtemps, on ne sait pas trop quoi faire, toujours les mêmes problèmes,
si jamais on les envoie, il y aura des représailles, ils ne seront pas soutenus, bref, globalement, ça ne sert pas à grand-chose du tout. Donc, ce qui est fait, par contre, c'est que ces Arméniens, certains en tout cas, vont être entraînés militairement par les marins français. Donc, on va leur fournir des armes, c'est notamment les Anglais qui vont leur fournir des armes, mais c'est les marins français qui vont les entraîner. Et bon, c'est très très modeste, hein, c'est 100, 150 hommes qui vont être entraînés sur quelques mois, donc c'est pas grand-chose, mais au moins on ne les laisse pas, je dirais, à rien faire. Et puis ça les occupe, quoi. Ça évite qu'ils râlent trop, parce que les Anglais, ils n'ont pas trop envie de les avoir là, ils préfèrent s'en débarrasser. Hein. Orsay, à l'époque, c'est un territoire contrôlé par les Anglais, donc ça leur coûte de l'argent, hein, littéralement, d'entretenir ces réfugiés. Ils préféraient, si possible, d'ailleurs, potentiellement les envoyer en Algérie, du côté des Français, et voilà, plus avoir à les gérer. Voilà. Donc vous avez aussi à un moment donné un général russe qui leur proposait de faire un débarquement à Alexandrette pour décongestionner le front du Caucase où ils sont un peu en difficulté, mais bon, ça ne donnera pas non plus grand-chose. Voilà. Ce qui va pas mal changer les choses, c'est la grande révolte arabe, donc contre les Ottomans, donc à partir de juin 1916, et qui va dire que, en fait, Aristide Briand, donc le président du Conseil, va dire ok, on va créer une légion avec des volontaires arméniens dedans, pas plus de 5000 hommes. Mais on va le faire parce que maintenant nos intérêts vont un peu changer. Et puis les Français, ils ont évidemment à l'époque des ambitions coloniales sur la Syrie, le Liban, voire si possible la Cilicie, donc cette partie du sud de la Turquie, où il y a historiquement une forte présence arménienne. Donc si jamais on a une alliance avec ces Arméniens qui connaissent bien le terrain, qui sont sur place, ça serait une manière de s'imposer dans ce territoire-là. Donc il y a l'accord du coup des dirigeants français, et il y a à l'été donc un certain Louis Romieux, donc précédemment commandant de la Légion grecque, qui va être nommé commandant d'une future légion où il y aura des Arméniens dedans. Donc je crois d'ailleurs que j'ai une photo, non, le voilà, donc à gauche, donc issu d'ailleurs d'un ouvrage qui a été publié en 1919 en arménien, donc surnommé Arara, donc je vous parlerai d'Arara juste après, et leur camp de base serait à Chypre, à Monarga. Donc vous avez ici d'ailleurs un des premiers campements sommaires qui va être formé en 1917. Donc ce territoire chypriote qui à l'époque, pareil, Chypre c'est une possession britannique. Donc voilà. Donc Romieux va du coup s'y rendre. Il va avoir le soutien des instances arméniennes, donc j'ai cité précédemment. Il va donc y aller à Chypre, enfin en Égypte d'abord, puis à Chypre à partir d'octobre-novembre. Il va recruter en fait sur place à peu près les 400-500 hommes du Moussaïdar. Et puis après, on lui promet, notamment les comités arméniens, des volontaires qui viendraient d'ailleurs, donc d'Égypte même, pas beaucoup d'Amérique aussi, parce qu'il y a eu une importante quand même, une migration arménienne de l'Empire ottoman avant la guerre vers les États-Unis notamment, mais pas que, hein, l'Argentine, le Brésil aussi. Donc il y a des comités installés sur place qui promettent de fournir des milliers de volontaires. On reste volontairement un peu vague évidemment, mais voilà, potentiellement on pourrait atteindre les 5000 hommes. Il y a aussi tout un tas le cas de ces soldats ottomans arméniens qui ont été faits prisonniers par les Anglais sur les fronts de Mésopotamie. Donc eux, ils n'avaient pas vraiment genre de fidélité importante à l'Empire ottoman, ils étaient prêts à repartir de l'autre côté, quoi. Et donc le but, évidemment, de l'accord qui va être noué, c'est d'employer ces Arméniens à libérer leur territoire natal et pas les envoyer ailleurs, parce qu'ils ont vraiment peur de ça, qu'on les envoie dans des fronts qui ne les concernent pas. Et donc c'est un peu le point de départ, quoi. Donc la Légion va être créée. Elle va être créée le 16 novembre 1916 dans une espèce de structure un peu à part. Donc c'est comme des troupes d'auxiliaires. Ils ne sont pas versés dans l'armée française. Ils sont sous commandement français, mais ils ne sont pas dans l'armée française. Donc c'est vraiment, on appelle ça des supplétifs. Et ils vont être progressivement entraînés et puis de plus en plus nombreux à être recrutés dedans. Donc on va les voir. Donc ils sont 1917, donc février 1917, c'est à peu près 500, donc le noyau dur du Moussaïdar du début. Et puis assez rapidement, 850 en mars, on commence à voir arriver des volontaires parmi les prisonniers, parmi ceux d'Égypte. Et puis à partir de juillet, on a ceux qui viennent d'Amérique qui commencent à débarquer. Donc je crois d'ailleurs j'avais une photo. Donc là, je vous avais signé un exemple que j'ai retrouvé d'archives de fiches pour un volontaire. Donc ici c'est Garabed Ingayan, donc voilà, qui vient du Caire.
Bon. Et puis là, vous avez ici une photographie de ces volontaires arméniens qui attendent patiemment leur tour d'embarquer dans le New Jersey, donc aux États-Unis. Et il y en a pas mal, des photos qui traînent de tous ces volontaires-là qui attendent. Certains d'ailleurs vont même à un moment donné pas pouvoir parce qu'il n'y a pas assez de bateaux et ils vont devoir même s'engager dans l'armée américaine avant de. Ils ne vont pas avoir ce souhait d'aller dans la Légion. Donc voilà. Cette légion va donc être progressivement centralisée donc à Chypre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on va les entraîner progressivement. Ça prend des mois et des mois, parce que finalement, c'est des gens qui, après, ces quelques insurgés du Mossad n'ont pas combattu plus que ça, même ceux qui ont fait les insurgés, ils avaient des armes très, très sommaires, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et donc ils n'ont pas la discipline militaire loin de là. Donc on va les entraîner aux manœuvres, au tir, à l'entraînement physique. Donc c'est des choses très très longues à mettre en place. Voilà, donc ça. Je crois d'ailleurs que j'ai retrouvé dans les archives photographiques et vidéo du ministère de la Défense deux petites vidéos, donc celle-ci, où vous avez ici la Légion d'Orient qui est là, parmi ces hommes, et on les voit en manœuvre. Donc je trouve ça assez émouvant d'avoir une vidéo de ces légionnaires-là. Vraiment, c'est pas grand-chose à part juste les voir marcher, quoi. Mais bon, il faut savoir marcher en rang, ça fait partie de ce qu'on attend d'eux. Il faut savoir être discipliné. Voilà, c'est un peu la base, effectivement. Donc voilà, ça c'est des choses qu'ils doivent apprendre et ils y passent de longs mois à le faire, quoi. C'est bon. On va rester trop là-dessus parce que le temps passe. Voilà. Donc voilà aussi des photos qui viennent du même reportage photographique qui est toujours conservé aujourd'hui dans les archives françaises. Et donc vous avez celle-ci, vous avez aussi des scènes un peu de vie quotidienne, donc ici un gros château de sable. Je trouve ça rigolo, donc on a encore la trace de ça. Et donc progressivement le nombre de volontaires va augmenter. Donc on va passer début septembre 1917 à 1500 Arméniens, début 1918 à 1700, et puis en juillet, donc quelques mois plus tard, on est déjà à 4400. Donc là on atteint, le maximum quasiment de cette légion qui finalement ne dépassera jamais les 5000 hommes. C'est déjà pas mal, mais bon, c'est loin de faire, en tout cas pour les millions d'hommes qui ont été impliqués dans la Première Guerre mondiale, c'est pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Et donc cette légion va être aussi progressivement en contradiction avec l'accord initial, intégré dans le détachement français de Palestine, donc le DFP, à partir d'avril, et les Arméniens vont finir par dire ok, mais bon, le but serait quand même d'aller plus loin, donc ils vont accepter de participer aux offensives menées par les Britanniques en Palestine, et donc c'est à cette offensive-là qu'ils vont participer vraiment, finalement, à la toute fin de la guerre. Là, la fin de la guerre approche, l'armistice aussi, et donc ils vont participer à la libération de la Palestine. Et un de leurs faits d'armes principaux, vous avez ici des officiers français, parce que la plupart étaient français. Et puis vous avez aussi donc finalement la seule bataille majeure, c'est sur le front palestinien, donc la bataille de Harara, donc près de Rafat, le 19 septembre 1918, donc vraiment tout à la fin, et pendant lesquels ils vont très bien combattre, pas de souci. Ils vont être félicités notamment par le général Allenby. Mais ils vont laisser aussi un certain nombre de morts, donc je crois que c'est à peu près 24. Donc vous avez ici les deux cimetières, le premier provisoire, le second définitif, qui sera en 1925 d'ailleurs déménagé à Jérusalem. Mais voilà, ils vont laisser un certain nombre de gens mourir sur place, quoi. Et vous avez d'ailleurs leurs noms, leurs identités qui vont être publiées dans les mémoires d'un des légionnaires, donc Dikran Boyadjian, qui a été parlé en 1965. Vous avez ici leur exemple. Bon, une fois l'armistice signé, le 30 octobre, la de Moudros, la guerre en fait n'est pas tout à fait finie. En tout cas, il y a la suite à gérer, et notamment la France qui espère, qui va même réussir à avoir un mandat, un contrôle de la Syrie, du Liban et de la Cilicie, qui avait été négocié dans les accords Sykes-Picot de 1916, et qui vont après du coup se matérialiser. Donc ces légionnaires, ils vont embarquer pour la Cilicie, notamment ils vont aller à Adana, qui est une des villes majeures principales de cette Cilicie turque, et puis du coup de française, de l'entente franco-britannique.
Et la Légion d'Orient, qui va devenir la Légion arménienne le 18 janvier 1919, va occuper progressivement la Cilicie et remplacer, pendant les mois qui vont suivre, les soldats anglais qui occupaient le territoire, et les remplacer. Et ça va un peu, je dirais, accompagner le retour massif de réfugiés du génocide qui était resté en Syrie et en Palestine. Il y a à peu près 120 000 Arméniens qui vont revenir en Cilicie s'installer, et ils vont être à peu près sous protection de cette légion, parce que finalement c'est à peu près la seule force française dans le coin, à part quelques tirailleurs algériens, il n'y a pas grand-chose, parce qu'évidemment la guerre a laissé une saignée importante dans les troupes françaises qui n'a pas les moyens humains de ses ambitions coloniales, et donc qui s'appuie sur cette troupe de légionnaires. Donc voilà. Alors vous les avez ici, par exemple, des photographies de ces légionnaires arméniens qui sont en poste à Adana, qui continuent autant faire se peut leur travail de patrouille, de sécurisation de la zone, notamment face à des troupes, pas des troupes, mais des irréguliers turcs qui de plus en plus réclament leur attachement de ce territoire-là à la nouvelle Turquie naissante de Mustafa Kemal. Et donc voilà, ça va être un petit peu là qui va se jouer, je dirais, le destin de cette légion. C'est que le mouvement kémaliste va monter en puissance et que la France va progressivement abandonner ces territoires pour se replier sur la Syrie et le Liban et progressivement laisser à Mustafa Kemal qui le réclame, qui se fait sans doute partie du foyer national turc, qui doit être débarrassé de tous ces éléments jugés selon des exogènes mais qui sont évidemment indigènes. Donc voilà, donc ils vont être progressivement démobilisés, ces soldats, ces légionnaires arméniens, au cours de l'année 1919, et la légion va finir par être dissoute en 1920, donc en août, je crois, dans mes souvenirs. Voilà. Donc ça c'est, globalement, vous avez ici en hachuré bleu ce territoire-là que les Arméniens espéraient pouvoir conserver, faire un foyer national sous le mandat français. Enfin, c'est vraiment leur aspiration. Et puis finalement, c'est le bleu foncé qui va rester, et le bleu hachuré va être rendu à Mustafa Kemal. Georges Picot va rencontrer les leaders kémalistes et va donner son assentiment à ce que ce territoire-là soit restitué. Alors, dernier point, et puis après je clôturerai. On a une mémoire importante, même si j'ai à peine commencé à l'explorer dans le cadre de ma thèse, de ces légionnaires, en particulier ceux qui sont après rentrés aux États-Unis. Donc, vous avez ici un espèce de photomontage de l'époque de tous ces légionnaires qui va être conservés à l'Armenian Museum of America. Donc, de beaucoup de ces légionnaires qui ont pu rentrer chez eux, même si certains décident de rester sur place pour essayer de soutenir, je dirais, leurs compatriotes. Et vous avez aussi en France un certain nombre de titres de presse consacrés à ces anciens combattants, donc par exemple Retam et Guyon, qui va être publié à Marseille. Donc là, c'est un exemple qu'on sait à la BNF. Vous avez aussi Harim Abdik, qui veut dire combattant arménien, voilà, donc, qui va un peu parler de ses mémoires dans les années 30 notamment. Et puis vous avez par exemple ce volume, Gamavoro, c'est-à-dire le volontaire, publié en 1928, qui va rassembler des témoignages de ces légionnaires qui se rencontrent, qui parlent de leurs expériences. Et puis on arrive aussi à ce genre de réunion d'anciens combattants. Donc là on est dans le Massachusetts, donc c'est peut-être pas au courant, mais le Massachusetts c'est un des États où il y a une très forte communauté arménienne, notamment autour de Boston. Donc voilà, ils vont se rencontrer, essayer d'échanger. Je ne pourrais pas vous dire à quel point ça a eu lieu encore, je n'ai pas encore déjà les archives, les traces d'archives qui le montrent pour la France, mais je pense qu'il y a eu ce genre de rencontre aussi beaucoup plus tard, dans les années 20, les années 30 de l'entre-deux-guerres. Et beaucoup plus tard, dans les années 60, vous avez des mémoires qui vont paraître. Donc ça, c'est un des fondements, un des projets plus connus, donc celui d'Ikram Boyajian, qui va être aussi la source de ce travail-là, publié en 2018 sur la Légion, un des rares, je dirais, ouvrages assez récents par des historiens. Voilà, des historiens. Pourquoi pas aussi chez la même maison d'édition que l'ouvrage de M. Cordel, les images de Caspar Menac, celui-là. Bon, même si évidemment une partie n'est pas tout à fait, je dirais, c'est un peu romancé, mais forcément c'est des éléments qui sont un peu anciens. Et puis voilà. Merci. C'est vrai qu'au Père Lachaise, vous avez un monument dédié à la mémoire des anciens combattants arméniens. Vous avez aussi la première et la deuxième. tout à fait. Vous avez aussi un statue devant l'église, la cathédrale arménienne de Paris, au Jean Moujon,
avec un poilu, hein, vraiment. On pourrait croire que c'est un poilu de la Première Guerre mondiale française, mais en fait c'est vraiment le même uniforme, donc dédié à leur mémoire aussi. Donc, ouais, tout à fait. Merci, un grand merci à vous trois, vraiment. Ok, alors on me dit qu'on a 5 minutes pour les questions. Le mémorial ferme à 18h. Donc on a pris un petit peu de temps dans les exposés. Vous avez 5 minutes pour vos questions. Et moi j'aurais juste une petite précision. Sur les soldats arméniens, en fait, dans le génocide arménien, les premières victimes, ce sont les soldats arméniens de l'armée turque qui étaient enrôlés dans l'armée turque. Et devant les défaites turques à répétition, les premiers accusés, ce sont les minorités, et les soldats arméniens, pour la plus grande partie, ont été exécutés par l'armée turque. Donc voilà, je voulais faire cette précision. Est-ce que vous avez des questions? Et on a juste 5 minutes, monsieur. Bonjour, cette question est adressée à Claire Moradian. Vous avez évoqué l'idée que les Arméniens étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi du fait qu'il y avait des Arméniens en Russie. Mais le géant du génocide des Arméniens n'est-il pas dans la guerre des Balkans et le plan pan-turc n'a-t-il pas émergé avec l'exode de tous ces Turcs On peut dire même beaucoup plus ancien. Vous avez dès la guerre de Crimée, en fait, où on a des traces de l'appel au meurtre des Arméniens, parce que je dis, ils sont partagés entre les deux empires, et donc ils sont aussi une monnaie de négociation entre les deux États. Il y a une entente en fait russo-turque autour de la gestion des populations frontalières. Et souvent une police commune, une fois la bataille finie, on les utilise, donc vous empêcherez vos Cosaques d'attaquer nos machins, vous empêcherez, etc. Donc ils peuvent s'entendre très bien. Donc c'est beaucoup plus ancien. Il y a un long processus, il y a un moment précis et un long processus. Il y a bien sûr des siècles de discrimination, de domination, des peuples conquis des peuples conquérants contre les peuples conquis. Alors il y a des Arméniens dans les deux camps, dans les armées des deux camps, qui sont loyaux globalement envers leur camp, et donc ça il y a aussi des volontaires arméniens du côté russe qui sont principalement d'ailleurs des sujets russes, mais que les Ottomans accusent de trahison. Et il y avait des volontaires musulmans, parce que c'était chaque camp, mais pas seulement les Turcs et les Russes, mais les Français, les Anglais, essaient de soudoyer, de trouver des éléments d'infiltration ou de déstabilisation de l'autre côté, donc en se servant des questions nationales, des questions de problèmes minoritaires. Donc par exemple, les Ottomans essayaient de demander aux Caucasiens musulmans du Caucase de passer dans leur camp, de constituer des groupes de volontaires, et il y en a d'ailleurs. De même les Allemands avec des Polonais, ou les Russes avec des Polonais, ou des Tchèques, ou autres. Donc ces événements-là, bien sûr, servent, mais au-delà, il y a des éléments beaucoup plus anciens et beaucoup plus profonds. Et pour revenir à la question des soldats arméniens, justement, des volontaires, il y a aussi des volontaires parmi les Arméniens installés en France. Il y a 3 000 à 4 000 Arméniens en France avant la Première Guerre, donc beaucoup se portent volontaires tout de suite, autour notamment du journal, Aram Tourabian, qui est un de leurs chefs. Ils sont affectés à la Légion étrangère pour l'essentiel. Mais le mauvais traitement, on le trouve même du côté russe, par exemple, des soldats arméniens ottomans faits prisonniers à la bataille, etc., sont d'abord expédiés en Sibérie ou ailleurs. Ils sont aussi mal traités que les autres prisonniers ottomans, et les Arméniens auront beaucoup de mal à essayer de les faire revenir des camps de prisonniers pour cela. Donc voilà, c'est des hommes pris entre... Ce sont des boucs émissaires. Oui, puis pris entre plusieurs camps, entre des camps ennemis. Et au-delà... Alors on essaie de... Oui. Voilà. Si on veut 2-3 questions, monsieur le Président. C'est pas une question, c'est simplement pour vous dire que tous les 11 novembre, la Fédération des combattants de résistance franco-arméniens va au Père-Lachaise, effectivement, commémorer ces Arméniens qui sont morts pour la France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais quand même vous parler que nous avons un grand projet, normalement, nous espérons pour 2026, faire une grande manifestation aux Invalides pour justement les Arméniens morts pour la France, avec une possibilité peut-être de pouvoir mettre une plaque commémorative dans les coursives des Invalides. Voilà. Merci, Président. Oui, je m'appelle Jean-Michel Pitemjian, fils d'Ovan Pitemjian. Je m'adresse à Mme Mouradian également. Vous avez
parlé vous avez présenté avec beaucoup de précision l'idée inclusive d'une unité turque, ottomane plutôt, conduite par les jeunes Turcs, au moins au début de leur mandat entre guillemets. Vous avez également parlé que cette volonté intrusive est devenue exclusive par la suite. Et vous n'avez jamais prononcé, peut-être par oubli, peut-être à dessein, je ne sais pas, vous allez nous le dire, pourquoi vous n'avez pas jamais cité le nom de Mustafa Kemal, qui, à partir de 1919, à partir de 1920, prend la tête effectivement de l'État, et ce sont ces troupes qui perpétuent le génocide que mon ami Yves Pernand décrit bien dans son livre « La Turquie en Turquie ». Je n'ai pas du tout voulu mettre, simplement je n'ai pas eu le temps d'évoquer la question sur le long terme. Et on est sur une... Voilà, on est vraiment sur l'événement, voilà. J'ai un petit peu débordé. Je voulais simplement dire que dans le mouvement Jeunes Turcs, il y avait plusieurs courants. Il y avait des courants plus ou moins inclusifs, des courants décentralisateurs, centralisateurs. Donc tous les jeunes Turcs ne sont pas non plus à mettre dans le même panier, de même que tous les Turcs parlent de l'État turc principalement. Et puis bien sûr, la question aussi des réfugiés arrivés des Balkans, du Caucase, etc., qui ont brûlé leur vaisseau. Mais je voulais aussi parler quand même des responsabilités de la diplomatie internationale, de la diplomatie européenne, de la diplomatie française, on a un petit peu évoqué. Par exemple, malgré tous les efforts, les Arméniens ne vont pas faire partie des belligérants. Lorsque Noubar Pacha demande de ne pas faire partie des belligérants pour la conférence de la paix, on dit la France récuse l'accord de novembre 16 en disant non, on n'a jamais promis ça, puis on va pas créer des belligérants maintenant que la guerre est finie. Donc il y a toute une série aussi d'éléments de cet ordre-là qui seraient importants. Et la victoire de Mustafa Kemal, etc., s'explique aussi parce que même si une partie de l'Empire ottoman est occupée par les troupes françaises, franco-britanniques, ils ne sont pas désarmés. Et, enfin, je veux dire, ils ne sont pas démilitarisés, plus exactement. Et lorsqu'on veut envoyer, par exemple, un peu d'aide à la République d'Arménie à Paris au Caucase, où il y a beaucoup de réticence à envoyer, les Français proposent de prendre justement les armes dans les arsenaux restés dans l'Empire ottoman, et les Anglais disent non, pas du tout, on va leur donner les arsenaux de Bulgarie, c'est-à-dire des vieilles pétoires. Donc il y a aussi tout un... Enfin, je veux dire, les ambitions contradictoires coloniales qu'a bien évoqué Raphaël, des alliés de même dans la Cilicie, c'est quand même les Anglais qui poussent aussi à chasser un petit peu les Français de la région qui convoitent également. Et puis les troupes utilisées. On a parlé de la révolte du shérif de la Mecque de 16. C'est ça qui fait un peu basculer, parce que jusque-là, on a très peur que les agents turco-allemands créent des insurrections au sein des colonies, que ce soit les colonies britanniques, peuplées de musulmans, ou les colonies françaises. Donc après 1916, juin 1916, ça change un peu, mais la crainte, c'est-à-dire qu'il y a toujours une hiérarchie des priorités. Donc c'est pas par ambition, mais c'est... Merci Madame Mouradian. L'idée, vous avez compris, on n'est pas sur l'histoire du génocide en lui-même, on est vraiment sur cette séquence-là, avec les victimes arméniennes et la marine française, jusqu'à la Légion d'Orient. Voilà. Merci beaucoup de vos interventions. Merci. C'était très bien. Et vous avez